Ma femme déteste que je sois si proche de ma mère et m'a dit de choisir entre ma mère et elle, alors je pense que je vais choisir de divorcer. Un peu de contexte. J'ai 34 ans. Ma mère a 55 ans. Mon père et elle étaient tous les deux orphelins. Mon père est mort 2 semaines avant ma naissance. Ma mère n'avait pas vraiment de réseau de soutien, donc nous n'étions que tous les deux. Je n'ai jamais manqué de rien parce que ma mère a travaillé toute sa vie pour m'offrir la vie que j'ai aujourd'hui, et elle n'a même pas pris le temps de refaire sa vie. Elle a enchaîné tous les petits boulots possibles pour qu'on ne manque de rien. Elle s'est privée de nourriture pour que je puisse manger. J'avais de très beaux vêtements alors qu'elle n'en avait quasiment pas. Je l'ai vue faire des sacrifices encore et encore, toujours avec le sourire. Franchement, j'ai toujours pensé qu'elle était un ange déguisé en être humain. La seule fois où elle m'a crié dessus, j'avais 16 ans. Je l'avais vue tomber malade tout en continuant à travailler, alors j'ai voulu l'aider en trouvant un petit boulot. Mais elle s'est fâchée et m'a dit que ce n'était pas à moi de m'occuper d'elle. C'était à elle de s'occuper de moi. Elle voulait que j'aie de très bonnes notes pour intégrer les meilleures universités. C'était le seul moyen de me protéger pour plus tard, quand elle ne serait plus là pour le faire. Même à l'université, elle ne voulait pas que je travaille. Elle voulait que je me concentre sur mes études, mais aussi que je fasse du bénévolat pour devenir un adulte qui sait se débrouiller avec ses mains. C'est là que j'ai rencontré ma femme, 31 ans, alors que nous faisions tous les deux du bénévolat. Ma femme est une bonne personne, mais elle n'a jamais été proche de ses parents ni de ses frères et sœurs. Pourtant, elle adorait ma mère depuis le jour où elle l'a rencontrée. Parfois, je pensais même qu'elle aimait plus ma mère que moi, et on en riait. Au fond, je pense qu'elle cherchait ce lien mère-fille qu'elle n'a jamais eu avec sa propre mère. Quand j'ai terminé mes études, j'ai trouvé un travail et nous avons emménagé ensemble, mais elle n'était pas à l'aise avec le fait que j'appelle ma mère tous les jours. Et encore, ce n'était que des appels de 10 à 15 minutes. Finalement, elle a arrêté d'en parler. 2 ans plus tard, j'ai acheté une maison pour ma mère parce que nous n'en avions jamais eu. On avait toujours vécu d'un appartement à l'autre. Donc, pour tous les sacrifices qu'elle avait faits, c'était pour moi le minimum à faire, et ce n'était pas négociable. C'est à ce moment-là que les problèmes ont commencé avec ma copine de l'époque. Elle voulait que je pense à nous en priorité. Je lui ai dit que mon rêve depuis l'enfance avait toujours été d'offrir une maison à ma mère, et que je devais le réaliser. Mais elle s'en est plainte à ma mère. Ma mère ne savait même pas que j'avais acheté la maison pour elle, car c'était censé être une surprise pour son anniversaire. Elle s'est sentie mal à l'aise de recevoir la maison à cause de ma copine, et elle m'a dit que ce n'était pas nécessaire, qu'on pourrait l'utiliser pour nous quand on se marierait. J'étais furieux. J'ai dit à ma mère que cette maison était pour elle, qu'elle pouvait en faire ce qu'elle voulait, mais qu'il était temps qu'elle pense à elle. Notre relation a survécu à cela. On s'est mariés, puis on a eu notre propre maison. Notre vie allait bien jusqu'à il y a 2 mois, quand ma mère est tombée malade. Je voulais qu'elle vienne vivre avec nous pour que je puisse m'occuper d'elle, mais ma femme ne voulait pas. J'ai donc décidé de louer un appartement avec mon propre argent juste à côté de notre maison, pour être proche d'elle et m'en occuper. Mais même cette idée ne plaisait pas à ma femme. Nous n'avons pas encore d'enfants. Nous travaillons tous les deux. Habituellement, je rentre à 18 h, mais depuis que ma mère est malade, je vais la voir et je rentre à 20 h. Le week-end, je la vois 1 ou 2 heures, et je passe le reste du temps avec ma femme. On sort en rendez-vous, je l'accompagne toujours dans ses loisirs, même si elle ne participe jamais aux miens. Il y a 2 jours, elle m'a dit qu'elle avait réfléchi et qu'elle avait l'impression que je donnais la priorité à ma mère. Elle m'a dit que je devais choisir entre ma mère et la vie que je voulais construire avec elle. En vérité, je ne lui ai jamais donné cette impression. On travaille tous les deux, mais c'est moi qui cuisine, et je paie quelqu'un pour faire le ménage. Je veille à préparer les plats qu'elle aime. Elle ne sait même pas ce que j'aime manger, parce que je ne me plains jamais. Je lui prépare des bains, lui fais des massages, lui offre des fleurs, j'écris des poèmes que je cache dans la maison pour qu'elle les découvre. On part en voyage un week-end par mois. Je gagne beaucoup plus qu'elle. Je lui ai dit de garder son argent pour elle, je paie toutes les factures, même les siennes. Je fais toujours en sorte d'écouter son avis, de la prendre en considération, et je pense être accommodant parce que je suis prêt à changer d'avis pour elle. Mais je me rends compte qu'elle essaie de me dominer complètement, et que le seul sujet sur lequel je ne lui laisse pas le choix, c'est ma relation avec ma mère. Donc maintenant, je vais avoir une discussion claire avec elle pour fixer des limites très précises. Si elle refuse de les accepter, eh bien, on va divorcer. Je voulais juste en parler pour me soulager. Commentaire 1. Je suis désolé que votre mère n'aille pas bien. J'ai 44 ans et je pense pouvoir comprendre cette situation des 2 côtés. Votre femme protège ce qu'elle considère comme des ressources. Elle n'aime pas que votre argent, qui pourrait être à elle, soit dépensé pour votre mère. Votre argent est une ressource. Elle n'aime pas non plus que vous passiez autant de temps avec votre mère. Votre temps est une autre ressource. Pour moi, les ultimatums sont au mieux manipulateurs, au pire abusifs. Si elle n'aime pas la situation,
elle a un choix, partir si elle veut vraiment en faire une question de tout ou rien. Cela dit, vous êtes en couple. Autant vous aimez votre mère, autant vous prenez beaucoup de décisions unilatérales pour elle sans vraiment tenir compte de votre femme. Ce n'est pas tenable de façon saine que vous soyez chez votre mère tous les soirs pendant des heures. Si elle a besoin de soins, engager des aides-soignants à domicile quelques jours par semaine serait sage. Au-delà du fait que cela pèse sur votre mariage, vous n'êtes pas un soignant professionnel. Et selon les besoins de votre mère, il serait peut-être préférable d'avoir de l'aide pour la toilette, les repas, le ménage, etc. Vous êtes aussi à risque d'épuisement. Vous avez très peu de temps pour vous et êtes tiraillé dans tous les sens. J'ai moi-même tout quitté pour m'occuper d'un membre de ma famille et j'ai même quitté mon mari pendant quelques mois pour le faire. Mais je suis une professionnelle de santé, et c'était temporaire, le temps d'organiser des soins. Je pense comprendre votre situation, mais je peux aussi comprendre ce que ressent votre femme. Je pense qu'elle gère très mal la chose, mais ses inquiétudes me paraissent légitimes. Peut-être qu'un conseiller conjugal pourrait aider. Mais au final, quand quelqu'un me donne un ultimatum, j'appelle son bluff. Je ne me laisse pas intimider comme ça. Je pense qu'un compromis est possible, mais ce n'est pas une question de choisir l'un ou l'autre. Et le fait que votre femme pense que c'est une demande raisonnable me fait douter de son humanité. Commentaire 2. Je soutiens entièrement le fait que tu choisisses ta mère dans cette situation étant donné l'ultimatum. Cependant, tu as dit quelque chose de complètement faux. Tu as dit, je ne lui ai jamais fait ressentir ça, et ensuite tu as énuméré tout ce que tu fais de bien comme pour te vanter. Tu as invalidé complètement les sentiments de ta femme en disant simplement que tu n'étais pas d'accord, donc son opinion ne compte pas. Ça montre qu'il y a probablement beaucoup plus de choses derrière ce qu'elle ressent que ce que tu nous dis ou que tu réalises. Tu l'as traitée de menteuse à ce moment-là. Donc fais ce qui te rend heureux, mais il n'y avait aucune raison de la traiter de menteuse pour ce qu'elle ressent, ou de prétendre que tu n'as absolument rien à voir avec ce qu'elle ressent. C'est déconnecté de la réalité. Commentaire 3. J'ai l'impression qu'il manque des informations ici. Tu passes tout ton message à expliquer à quel point tu es un bon fils et un bon mari, à quel point ta mère est incroyable, mais tu ne dis pas une seule chose positive à propos de ta femme. Pourquoi est-ce qu'on dirait quelle est la troisième roue de ta relation avec ta mère? Tu dis ne pas rentrer à la maison avant 20h tous les soirs, mais tu trouves quand même le temps de tout faire pour ta femme et de préparer tous les repas? Ça ne tient pas debout. Quand ta femme a posé une limite tout à fait raisonnable, ne pas vouloir vivre avec sa belle-mère, tu as pensé que louer un appartement près de chez ta mère et quitter entièrement votre domicile conjugal était une bonne idée? Personne ne veut être dans une relation où il n'est pas une priorité, et tu as clairement montré que ta mère passera toujours en premier, même avant ta femme, et ce, même avant qu'elle ne tombe malade. Si c'est ta priorité, très bien, mais ne fais pas semblant d'être surpris que ta femme veuille être impliquée dans des décisions aussi importantes que tu prends sans elle. Je comprends parfaitement que tu veuilles prendre soin de ta mère, mais si elle a besoin d'une assistance quotidienne et que tu en as les moyens, tu devrais envisager de faire appel à une aide-soignante à domicile, parce que travailler à temps plein tout en s'occupant d'elle chaque jour va te brûler à petit feu. Et puis, on dirait que ce genre de choses n'a jamais été discuté avant le mariage, parler des scénarios les plus difficiles, comme où vivra ta mère lorsqu'elle vieillira ou qu'elle aura besoin d'aide, aurait dû faire partie des discussions et décisions communes bien plus tôt. Et aussi, tu as acheté une maison pour ta mère alors que toi, tu es encore en location? C'est bizarre. Mise à jour 1. 19 jours plus tard. Avant de confronter ma femme, j'ai pris le temps de réfléchir, et je suis arrivé à la conclusion que plus jamais je ne laisserai quelqu'un dicter la relation que je dois avoir avec ma mère, ni le temps que je dois lui consacrer. J'ai donc décidé de répondre à l'ultimatum, mais d'abord, je voulais savoir s'il y avait une autre raison derrière tout ça. Elle m'a répondu que non. Je lui ai demandé si, en dehors de ce qu'elle me reprochait, il y avait quelque chose qu'elle voulait me dire mais n'osait pas. Elle a dit qu'il n'y avait rien et m'a demandé d'aller droit au but. Je lui ai alors dit que je voulais divorcer. Elle est restée figée. Je pense qu'elle était choquée, car elle ne disait rien, elle me regardait juste fixement. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, que nos valeurs étaient trop différentes, que je traversais le pire moment de ma vie. Ma mère était malade. On avait fait plusieurs examens, mais on ne savait toujours pas ce qu'elle avait. On ne connaissait pas ses antécédents familiaux, car elle était orpheline. Ça m'angoissait de penser qu'un jour, du jour au lendemain, je pourrais me retrouver seul au monde. Oui, seul, parce qu'en ces temps difficiles, tout ce dont j'avais besoin, c'était de son soutien. Mais si ma propre femme pense que je devrais accorder moins d'attention à ma mère, qui est malade et a besoin de moi plus que jamais, alors il est temps de suivre des chemins séparés. Elle ne disait toujours rien. Je lui ai donc dit que j'allais à l'hôtel pour le moment, et qu'on discuterait plus tard des modalités de la séparation. J'ai pris quelques affaires et je suis parti. Le lendemain, quand je suis allé voir ma mère, elle a compris que quelque chose n'allait pas. Mais je n'allais pas lui dire que je me séparais de ma femme, car elle ne pourrait pas le supporter,
surtout dans son état de santé. Je ne voulais pas lui ajouter une peine de plus. De toute façon, je n'ai jamais parlé de mes problèmes de couple à ma mère. Elle ne sait rien de nos tensions. Honnêtement, elle adore ma femme, et ma femme se comporte comme si ma mère était la sienne, alors je n'allais pas lui révéler ce que ma femme pensait réellement d'elle derrière son dos. Ma mère a fini par me dire que ma femme n'était pas venue la voir ce jour-là. Oui. La même femme qui me demandait de réduire mes contacts avec ma mère allait la voir tous les jours, et je ne lui avais jamais demandé de faire quoi que ce soit pour elle. Elle appelle ma mère « maman ». Quand elle était malade, elle allait chez ma mère pour qu'elle s'occupe d'elle. Ça me blessait à l'époque, parce que c'était comme si je n'étais pas capable de m'occuper d'elle, mais elle disait que ce n'était pas pareil. Que les soins d'une mère sont différents. Je me suis dit que c'était sa manière à elle de créer un lien mère-fille qu'elle n'avait jamais eu, et je l'ai comprise. Elle m'a même raconté que sa propre mère lui avait dit un jour qu'elle n'aurait jamais dû naître, qu'elle était un accident, qu'elle avait failli se faire avorter, et qu'elle regrettait de ne pas l'avoir fait. Seule une mère monstrueuse peut dire ça à son enfant. Donc je n'ai jamais rien dit quand elle voulait de l'attention de ma mère. En plus, j'ai reçu assez d'amour pour le partager avec tous ceux qui en avaient besoin. Après mon départ pour mes études, ma mère est devenue famille d'accueil pour des enfants. Elle l'a fait jusqu'à il y a 2 ans. J'ai toujours aimé chacun de ces enfants, avec qui je suis encore en contact, et que je considère comme mes frères et sœurs. Une fois par an, on partait tous ensemble en vacances pendant une semaine, ma mère, les enfants et ma femme. Je prends généralement 2 mois de vacances, dont 6 semaines consacrées à ma femme. Mais les 2 semaines que je passais avec ma mère et les enfants, c'était trop pour elle. Bref, je m'égare. Quand ma mère m'a dit que ma femme n'était pas venue la voir ce jour-là, je suis rentré à la maison, inquiet. Je l'ai trouvée dans la salle de bain, tout habillée, les yeux rouges comme si elle avait pleuré tout ce temps. La voir comme ça m'a déchiré le cœur. Je l'ai aidée à sortir, et cette femme, si fière d'habitude, s'est effondrée devant moi en pleurant énormément. Je ne sais pas si ça a duré 1 heure ou 2, mais elle pleurait, se calmait, pleurait à nouveau. Je suis resté silencieux. Elle a fini par me dire qu'au fond, elle n'avait jamais voulu que je sois moins présent pour ma mère. Elle avait toujours été jalouse de notre relation, jalouse de l'attention que ma mère portait aux autres enfants. Elle savait que ce n'était pas rationnel, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de vouloir être la numéro 1 dans le cœur de ma mère. C'était une sorte de compétition pour elle. Alors quand j'ai voulu m'occuper de ma mère, elle ne voulait pas que ce soit moi qui le fasse. Honnêtement, j'étais furieux, même si je ne l'ai pas montré, mais je me suis demandé si elle n'était pas un peu folle. On parle d'une personne gravement malade, et elle pense à cette foutue compétition, quitte à saboter la relation que j'ai avec ma mère et à nous mettre dans une situation où je voulais divorcer. Elle m'a dit qu'elle était très jalouse de moi, qu'elle aurait aimé être à ma place. Si elle avait eu le choix, elle aurait même préféré être l'enfant de ma mère plutôt que ma femme, même si j'étais l'amour de sa vie et le seul homme qu'elle ait jamais connu. Elle m'a aussi dit que même si le monde s'écroule autour de moi, je reste stoïque. Que je vis comme si je n'avais besoin de personne et que je donne tout aux autres, mais que je ne sais pas comment laisser les gens m'atteindre. Qu'elle n'a jamais réussi à percer cette barrière, seule ma mère y arrivait. À ce moment-là, je ne savais pas quoi répondre. J'étais bloqué sur cette idée de compétition, donc je n'ai pas tout de suite saisi la portée de ces mots. Mais je l'ai quand même écoutée jusqu'au bout. Je l'ai mise au lit jusqu'à ce qu'elle s'endorme, puis je suis allé dormir dans une autre chambre. Le matin, elle agissait comme si de rien n'était. Elle m'a dit que je n'avais pas à la plaindre. Je lui ai dit que ce n'était pas de la pitié, c'était de l'amour. Elle était toujours ma femme. Elle est allée travailler, moi aussi, mais j'ai décidé de rester à l'hôtel pour le moment. Pendant ce temps, je me suis demandé ce que j'aurais pu dire, faire, ou comment j'aurais pu agir pour qu'elle se sente comme ça. Au fond, je pense qu'elle a raison. C'est un mécanisme de défense que j'ai depuis l'enfance. Je ne restais jamais assez longtemps quelque part pour me faire des amis. À chaque déménagement, c'était un déchirement. Entre mes 5 et 15 ans, j'ai déménagé plus de 50 fois, passant d'appartement en appartement, d'hôtel en hôtel. Depuis, je crois que j'ai toujours vécu mes relations comme si c'était du provisoire. Je ne déballe jamais mes valises complètement, parce que je sais qu'on peut me demander de partir à tout moment. Mais je pensais qu'avec ma femme, j'agissais différemment. Apparemment, non. Donc, je me suis dit qu'on n'avait peut-être pas besoin d'aller aussi loin. Peut-être que ce qu'il nous fallait, ce n'était pas un divorce, mais une thérapie. Puis c'est arrivé. Un peu plus d'1 semaine après notre discussion, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Ma femme avait été hospitalisée. Apparemment, elle ne se sentait pas bien. Je suis allé lui rendre visite, mais elle ne voulait pas me voir. Si vous aviez vu ses yeux, je n'avais jamais vu autant de haine dans 2 yeux. J'ai informé sa meilleure amie pour qu'elle puisse avoir un soutien, puisqu'elle ne voulait pas de moi. J'ai prévenu ma mère, et elle m'a demandé ce que j'avais bien pu faire à ma femme pour la mettre à l'hôpital, qu'on ne devait pas stresser une femme enceinte. Je lui ai dit, quoi ?
Elle m'a alors dit que ma femme lui avait confié qu'elle était enceinte, et lui avait demandé de garder le secret parce qu'elle voulait me l'annoncer elle-même quand elle serait prête. Je ne savais pas quoi penser, entre la colère que ce soit ma mère qui me l'apprenne, la joie d'apprendre que j'allais être père pour la première fois, et la confusion totale face à une situation aussi surréaliste. Je suis allé voir ma femme et je lui ai dit que je savais. Elle m'a de nouveau regardé avec colère et m'a dit qu'elle avait perdu le bébé et que c'était ma faute. En un instant, j'ai appris que ma femme était enceinte, qu'elle ne me l'avait pas dit, que nous avions perdu le bébé, et qu'elle m'en accusait alors que je n'étais même pas au courant. Elle m'a demandé de partir, et je l'ai fait. J'ai toujours voulu des enfants, et très tôt. Ma femme voulait d'abord se concentrer sur sa carrière, et je l'ai compris et accepté. J'ai essayé de la convaincre pendant des années, sans succès. Et maintenant, elle tombe enceinte, ne m'en parle pas, en parle à ma mère, puis dit que j'ai causé sa fausse couche. Depuis, elle m'a dit qu'elle ne m'avait rien dit parce qu'elle voulait d'abord vérifier si j'étais capable de gérer toutes les responsabilités que je m'impose et en même temps élever un enfant. Je ne la comprends pas. Et je l'admets, depuis ce jour, j'ai une haine féroce envers elle. Je ne sais pas comment la regarder sans me sentir en colère, et je ne veux pas lui faire de mal avec mes mots. Je m'occupe d'elle à la maison, mais on ne se parle pas. Je ne vais pas rester avec elle. Ce n'est pas possible. J'ai commencé à voir un psychologue. Il m'a dit que la patience était ma meilleure arme, que je ne devais pas prendre une décision permanente sur la base d'émotions qui pourraient être temporaires, et que je devais prendre le temps de voir s'il y avait quelque chose à sauver. C'est là où j'en suis. Je ne sais pas si je donnerai une autre mise à jour. J'ai pris des jours de congé pour être là pour ma femme et pour ma mère, mais je suis plutôt déprimé et j'ai juste envie de m'éloigner de toutes ces conneries en ce moment. Commentateur 1. Toi et ta femme avez tous les deux des styles d'attachement extrêmement malsains. Que ça marche ou pas entre vous, continue la thérapie. Et je ne pense pas que ta femme soit mauvaise, d'ailleurs. J'ai suivi ton message et j'ai retenu toute réaction émotionnelle jusqu'à la fin. J'aurais tellement de choses à dire, mais pour l'instant, je suis désolé que tu souffres et que tu sois au milieu de tout ça. Concentre-toi sur toi-même. Prends soin de toi. Le reste pourra attendre que tu sois prêt à l'affronter. Commentateur 2. Écoute ton thérapeute. C'est un professionnel, et il a raison. Il y a énormément d'émotions intenses en ce moment, et tu veux fuir. Prends juste un peu de recul. Tu peux toujours divorcer plus tard, et concernant une fausse couche aussi précoce, ce n'est généralement pas dû au stress, mais à des anomalies génétiques ou chromosomiques, où l'enfant n'aurait pas survécu. Utiliser ça contre toi est ridicule. Cependant, prends un pas de recul, parce que tu es en train de sombrer et il y a beaucoup à démêler. Si tu divorces, tu dois être calme et réfléchir rationnellement. Donc pour l'instant, donne-toi 2 semaines pour redescendre de cette montagne russe émotionnelle afin de pouvoir réfléchir clairement à nouveau. Commentateur 3. Beaucoup de ceux qui t'ont diabolisé dans ton premier message sont en train de ravaler leurs paroles maintenant. Aïe. Utiliser une fausse couche comme une arme pour une grossesse dont tu n'étais même pas au courant? Mec, fuis cette relation et ne te retourne jamais. Et ta femme voulait te tester pour voir comment tu gérerais les responsabilités parentales? Alors que toi et ta mère vous êtes dévoués aux enfants placés depuis des années? Vraiment? Sérieusement? Pars et ne te retourne pas, désolé que tu aies dû traverser ça, et j'espère que ta mère va mieux. Mise à jour 2. 3 mois et 3 semaines plus tard. Salut à tous. Ça fait un moment. Je ne comptais pas reposter après mon dernier message, mais même après tout ce temps, je reçois encore du soutien et des gens me demandent où j'en suis dans ma vie. Alors je pense que je vous dois au moins une dernière mise à jour, parce que vos commentaires et vos messages m'ont beaucoup aidé à un moment où j'en avais vraiment besoin. Je ne sais pas si ce sera long ou pas, mais allons-y. Après sa fausse couche, oui, elle était bien enceinte, j'ai dû m'occuper d'elle parce qu'elle ne pouvait pas le faire elle-même. Après ce qui s'est passé, je n'avais en moi que de la colère et de la haine, mais comme je l'ai dit la dernière fois, si quelque chose est assez fragile pour se briser, tu n'as pas d'autre choix que de le manipuler avec douceur. Je ne voulais pas qu'elle se brise. Je ne voulais pas l'abandonner dans le pire moment de sa vie. Alors j'ai fait mon devoir de mari. Malgré tout, son état mental s'aggravait. Elle pensait encore être enceinte et parlait toute seule. Une nuit, elle était en plein délire, me confondant avec son père et croyant que j'allais lui faire du mal. J'ai dû appeler les urgences et, après examen, un psychiatre m'a conseillé de la faire hospitaliser. C'est ce que j'ai fait. Elle y a passé 6 semaines. Elle a été diagnostiquée d'un trouble de la personnalité borderline. Les médecins soupçonnent aussi un trouble délirant. Et ils pensent également qu'elle a été lourdement abusée dans son enfance, mais c'est tout ce qu'ils ont pu me dire. Elle ne voulait voir personne, surtout pas sa famille. Elle a proposé qu'on communique par lettre, et à chaque fois que j'allais la voir, j'apportais sa lettre, puis le lendemain je déposais la mienne. C'est fou. J'ai l'impression qu'en 2 mois, j'ai appris à mieux la connaître qu'en 10 ans passés à ses côtés. Ça m'a rappelé à quel point c'était une bonne personne malgré ses défauts.
Elle voyageait pour participer à la construction d'écoles, depuis, tout ce qui pouvait aider les gens vivant dans des conditions précaires. Elle ne faisait pas qu'envoyer de l'argent. Elle aidait de ses propres mains. C'est le genre de personne qui aide un étranger ne parlant pas la langue à attraper son train, quitte à rater le sien. Honnêtement, elle était comme une mine d'or pleine de ressources et de bonté. Même si on avait de l'argent, on aimait prendre les transports en commun pour se rappeler l'époque où on n'avait rien et où le simple fait d'être ensemble suffisait à nous rendre heureux. On partait en voyage sans emporter d'argent et on se lançait le défi de voir jusqu'où on pouvait aller. C'étaient les plus beaux moments de notre vie. On était très proches, très amoureux. On pensait que rien ne pourrait nous briser. Qu'est-ce qui a changé depuis? On a essayé de le comprendre à travers les lettres qu'on s'échangeait. On a parlé de beaucoup de choses. Je ne rentrerai pas dans les détails. Elle a reconnu ses erreurs, et moi les miennes. Elle a assumé pleinement les conséquences de ses actes. Elle s'est excusée pour la façon dont elle m'avait traité et elle sait que la seule issue possible, c'est le divorce. Elle a besoin de guérir, de travailler sur elle-même. Elle dit qu'elle a un long chemin à faire et que ce n'est pas juste pour moi. Elle a dit que vu son état, ce n'était pas à moi de lui parler de divorce. C'était à elle de le faire. Il y a des combats qu'elle doit mener seule. Sinon, elle ne pourra jamais devenir la meilleure version d'elle-même. Elle ne sait pas combien de temps cela prendra, mais si elle y arrive et que je n'ai pas tourné la page, alors elle serait heureuse de recommencer avec moi. J'ai toujours vécu avec l'idée qu'on répare les choses cassées au lieu de les jeter. Mais ça ne marche pas avec les humains. On ne peut pas réparer quelqu'un qui ne veut pas l'être. Et je n'aurais pas eu la force de réparer quelqu'un parce que je mets toute l'énergie qu'il me reste à essayer de me réparer moi-même. Si ma femme n'avait pas pris la décision qu'elle a prise, j'aurais moi-même demandé le divorce. Paradoxalement, c'est parce qu'elle a pris cette décision que j'ai vu qu'il y avait un espoir pour nous. J'ai alors proposé une séparation plutôt qu'un divorce. Et si dans un an, on veut toujours divorcer, on le fera. Si on pense qu'on peut être dans une relation saine, alors on apprendra à se connaître à nouveau, on communiquera et on essaiera de faire les choses autrement. Elle a accepté et m'a dit que c'est ce qu'elle espérait. Quand elle est sortie de l'hôpital, elle ne voulait pas qu'on se voie, car si on se revoyait, elle n'aurait pas eu la force de tenir ses résolutions. Pour ma part, je n'avais pas encore laissé derrière moi tous les sentiments négatifs des événements qui ont précédé son hospitalisation. Donc au final, c'était mieux pour nous deux. Nous avons choisi de continuer à nous écrire, et ça me convient pour le moment. Elle a pu voir ma mère. Elle m'a écrit ce que ma mère lui avait dit, qu'elle serait toujours une figure maternelle pour elle malgré les mauvaises décisions qu'elle avait prises, et qu'elle n'avait pas besoin de se battre pour obtenir son amour car elle l'avait déjà. Et c'est une chose qui ne changera jamais. Elle m'a demandé si j'étais d'accord pour qu'elle reste en contact avec ma mère. Je lui ai dit que ça les regardait. Elle n'avait pas besoin de mon consentement. Cependant, elle ne la verrait probablement pas souvent parce que j'avais décidé d'aller dans un autre pays avec ma mère pour qu'elle puisse bénéficier de l'un des meilleurs hôpitaux au monde, situé en Europe. Me concernant, je suis en Allemagne depuis presque un mois maintenant. On est originaire de France, et j'apprends à déléguer le travail. C'est une résolution que j'ai prise pendant ma thérapie. J'avais besoin de cette thérapie, et c'est surtout vous qui m'en avez convaincu. Je vous en serai toujours reconnaissant. Les séances étaient si lourdes et fatigantes que je n'avais pas la force de faire grand-chose après en sortir, mais avec le temps, ça allait mieux. Je travaille actuellement à distance. Je retourne en France une fois par semaine pour régler certaines choses au travail et continuer mes séances de thérapie car je ne veux pas changer de thérapeute. J'ai réussi à me consacrer uniquement à moi-même, ce qui est une bonne chose. Un de mes frères d'accueil a voulu venir avec nous en Allemagne puisqu'il peut aussi travailler à distance. Il est d'une grande aide. Bref, je vais de mieux en mieux. Concernant ma mère, c'est probablement le sujet le plus difficile à aborder. Et j'avoue que je n'ai pas vraiment envie d'en parler, mais je pense aussi que le faire ici est un bon entraînement pour pouvoir en parler dans ma vie. Il y a des années, on vivait d'appartement en appartement, d'hôtel en hôtel. C'était une des pires périodes de notre vie. L'État nous trouvait toujours un endroit où dormir parce qu'on était une mère célibataire et un enfant. Ce n'était pas stable parce qu'on devait déménager tout le temps, mais c'était mieux que dormir dehors. Ma mère était, et est toujours, une très belle femme. Il lui arrivait de recevoir des propositions sexuelles pour un logement, juste devant moi. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu avec mon père, mais elle n'a jamais voulu être avec une autre personne car elle dit que la mort ne met pas fin à une relation amoureuse. Il y avait une association qui s'occupait de nous en nous trouvant toujours un toit pour la nuit. Un jour, une des personnes chargées de nous trouver un logement nous a proposé de dormir chez lui le temps qu'il nous trouve un meilleur endroit, car l'hôtel dans lequel on était très insalubre. Ma mère ne voulait pas y aller, mais je l'ai convaincue parce que tout ce à quoi je pensais, c'était dormir au chaud dans un bon lit. Mais après qu'on ait dîné chez lui, il a commencé à faire des avances à ma mère, qu'il a tout de suite repoussé. Il nous a dit que c'était ça où on quittait son logement. Alors on est parti. On est retourné à l'hôtel où on était,
mais notre chambre avait déjà été prise. On ne pouvait rien faire, du moins ce jour-là, alors on a choisi de dormir dehors. À un moment, pendant qu'on dormait, on a été réveillé par un groupe d'hommes qui tentaient d'agresser sexuellement ma mère. Ils m'ont frappé si fort que j'avais même peur d'essayer de l'aider. D'autres hommes, que je suppose rentraient de soirée, ont entendu les cris et sont venus nous aider. Nos agresseurs ont fui. J'ai toujours dit que ma mère avait failli être agressée sexuellement, c'est ce que j'ai toujours dit, et j'ai fini par y croire. Mais ma mère a bel et bien été agressée sexuellement sous mes yeux. Je l'ai enfin dit. Ma mère a été agressée sexuellement devant moi, et je n'ai rien pu faire. Si ce jour-là, on s'était jeté dans les bras l'un de l'autre et qu'on avait pleuré ensemble, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais elle s'est levée, elle m'a pris par le bras, et elle m'a dit que cet endroit n'était pas sûr et qu'il fallait en chercher un meilleur. C'est tout. On n'a jamais reparlé de ce jour. On a continué notre vie comme si de rien n'était. Les choses se sont améliorées avec le temps. Elle a travaillé dur pour que je réussisse. Elle a investi tout l'argent qu'elle a gagné dans sa vie dans mon projet, et aujourd'hui, je lui dois l'entreprise que j'ai créée. Comment a-t-elle fait pour survivre à l'enfer qu'elle a traversé? Depuis que j'ai accepté l'idée qu'elle avait été agressée, tout ce que je veux, c'est lui en parler. Mais ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos d'elle. C'est elle qui a vécu le pire. J'aimerais tellement lui en parler, mais je ne sais pas ce que ça pourrait apporter après tant d'années. Voilà. C'est tout. Pour l'instant, son état s'améliore. L'avenir semble plus lumineux qu'il ne l'était il y a quelques mois. Bon, je pense que c'est tout. Ce sera mon dernier post. À tous ceux qui m'ont suivi durant ces moments difficiles, je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite le meilleur pour votre vie. Que ce qu'il vous reste à vivre soit meilleur que ce que vous avez déjà vécu.